Tous les amis, ravi de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien, moi ça va super et aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo dans laquelle on va parler des sélections nationales. J'ai décidé de sélectionner les 5 meilleures sélections nationales de l'histoire du football selon moi, que ce soit en Euro ou en Coupe du Monde. Donc voilà, à l'approche de la Coupe du Monde pour moi, il était temps de commencer un peu à parler des grandes sélections nationales. Voilà, l'approche de la Coupe du Monde m'a vraiment chauffé à faire cette vidéo et j'ai sélectionné selon moi les 5 meilleures sélections de l'histoire. Alors je les ai pas toutes vues jouer, donc forcément j'ai fait un petit travail de documentation, j'ai fait un peu de recherche, j'ai vu des résumés de matchs, etc. J'ai aussi vu les noms qu'il y avait dans ces équipes-là et les parcours réalisés par ces équipes. Et vraiment pour moi c'est un top 5 vraiment subjectif. Il y a énormément d'équipes qui ont marqué le foot, mais voilà, que ce soit en Euro ou en Coupe du Monde, c'est une équipe, une année. Voilà, donc ça va aller très vite. On va commencer par la première équipe. Attention, c'est pas dans l'ordre, donc je fais pas de la pire à la meilleure. C'est vraiment dans l'ordre parce que toutes les équipes sont absolument exceptionnelles. On va commencer par la première sélection. Et pour moi, c'était tout naturel de mettre le Brésil de 2002. Pour moi, cette équipe-là était absolument incroyable, tant par les noms qu'il y avait dans l'équipe. Les noms qu'il y avait dans l'équipe, c'est absolument affolant. Ronaldo, Rivaldo, la révélation de Ronaldinho, c'est là qu'il s'est révélé vraiment au monde entier. Les deux latéraux légendaires, Cafu, Roberto Carlos, Gilberto Silva dans le milieu de terrain. Donc voilà, vraiment une équipe extraordinaire. Ronaldo, il finit, il me semble, à 4 buts. Rivaldo, il finit à 3 buts. Ronaldo, il met 2 buts en finale de la Coupe du Monde face à l'Allemagne avec sa fameuse coupe de cheveux, voilà, extraordinaire, qui a marqué vraiment cette compétition. Donc voilà, au-delà de ça, cette équipe du Brésil était absolument merveilleuse. Ils mettent 11 buts en phase de groupe, c'est quand même énorme. Je crois qu'ils en mettent 5 au premier match, 4 au deuxième et 3 au troisième. Cette finale, voilà, face à l'Allemagne où ils ont survolé les débats. Donc voilà, pour moi, cette équipe du Brésil, elle était absolument incroyable. Il y a aussi eu, donc comme j'ai dit, la révélation Ronaldinho lors de cette compétition. Donc voilà, c'est vraiment une compétition du Brésil qui vraiment était marquante. Le parcours du Brésil cette année-là était vraiment marquant. Et comme j'ai dit, les noms qui composaient cette équipe, c'était absolument fabuleux. Et puis le jeu aussi proposé, c'était incroyable. Rivaldo Prime, vraiment Rivaldo Prime sur cette compétition. On parle beaucoup de Ronaldo, mais ce que fait Rivaldo sur cette compétition-là, c'est incroyable. Et puis le trio d'attaque, Ronaldo, Rivaldo, Ronaldinho, je pense que dans le football, on n'a jamais vu ça. Donc voilà, on passe tout de suite à la deuxième équipe. Et là, c'est l'Euro. L'Euro 2012 avec l'Espagne. Alors comment ne pas parler de cette équipe d'Espagne en 2012? Pour moi, sur les trois compétitions de l'Espagne, remportée donc entre 2008 et 2012, pour moi, là où l'Espagne a affiché le meilleur niveau, c'était en 2012. Vraiment, cette équipe de 2012 avec quasiment que des milieux de terrain, sans numéro 9, avec Fabregas en faux 9, que des milieux de terrain Xavi, Iniesta, Xabi Alonso, Fabregas, David Silva. Vraiment une équipe, il y avait Juan Mata aussi qui rentrait à chaque fois et qui était énorme. C'est aussi la révélation de Jordi Alba sur cette compétition-là qui signera l'été d'après à Barcelone. Donc voilà, cette équipe d'Espagne en 2012 était absolument incroyable. Un seul but encaissé sur toute la compétition, donc ça témoigne aussi d'une vraie solidité défensive. Voilà, Casillas fait une énorme compétition aussi. Et puis la finale, que dire de la finale? Une victoire en finale 4-0. Vraiment, c'est super rare hein, qu'une équipe s'impose aussi largement dans une finale parce que cette équipe d'Espagne était absolument incroyable. L'Italie qui venait d'éliminer l'Allemagne 2-1, parce que c'est quand même un exploit pour l'Italie d'éliminer les Allemands qui vont toujours loin, et puis derrière tu te prends 4-0. Donc ça montre vraiment la compétitivité, le niveau de cette équipe d'Espagne. Et puis aussi, ce qu'on savait pas à ce moment-là, c'était que c'était les adieux finalement de cette sélection espagnole parce que après ça va être très compliqué entre 2014 et 2016. Voilà, l'Espagne va éprouver énormément de difficultés par la suite. C'est juste au dernier Euro qu'ils sont arrivés en demi-finale, mais entre 2014 et 2018, voilà, c'était vraiment le marasme côté espagnol. Et donc, cette sélection de 2012, c'était un peu la fin de l'épopée espagnole sur la scène européenne, parce qu'à cette époque-là, l'Espagne était invincible. De 2008 à 2012, l'Espagne était absolument invincible. Et puis, voilà, l'apogée, c'est vraiment cette finale incroyable face à l'Italie. Et pour moi, cette équipe d'Espagne était impressionnante dans le jeu aussi, voilà, avec une possession de balle absolument extraordinaire. Et puis sans numéro 9. Sans numéro 9, arriver à gagner 4-0 une finale, c'est extraordinaire et ça relève vraiment d'exploit. Ensuite, comment ne pas parler de la France? Forcément, il fallait cocher un peu la sélection française. J'ai pas parlé de la France 84, j'ai pas parlé de la France 98, j'ai pas parlé de la France 2018, j'ai parlé de la France de 2000. Parce que la France de 2000, vraiment, c'est absolument impressionnant. Cette équipe en 2000, pour moi, c'est la meilleure équipe de France de tous les temps. Parce qu'en 98, tu gagnes, mais il n'y a pas la manière.
En 2018, tu gagnes, mais il n'y a pas la manière non plus. En 2000, tu gagnes et il n'y a aucun débat. C'est-à-dire que personne ne peut dire que la France jouait chez elle ou la France dans le jeu, c'était pas ça. Vraiment, c'était incroyable cette équipe de France 2000. Je me suis tapé le match face à l'Espagne, je me suis tapé le match face au Portugal, et cette équipe de France était vraiment extraordinaire, avec un Zidane, mais un Zidane, on parle beaucoup de Zidane 2006, mais Zidane 2000, les amis, c'était la folie, son coup franc face aux Anglais en phase de groupe. Petit point noir, la France perd face aux Pays-Bas lors de la troisième journée, ce qui fait qu'ils finissent deuxième de la poule, hein, parce que souvent on l'oublie, mais la France finit deuxième de sa poule en 2000. Mais voilà, cette équipe, elle était absolument énorme. Et c'est pour ça d'ailleurs, c'est parce que tu finis deuxième que derrière, tu as un tableau super compliqué avec l'Espagne, puis le Portugal. Le match face au Portugal, c'est absolument énorme. Et ce qui est bien avec cette équipe de France, c'est qu'en fait, elle a eu tous les pires adversaires. Elle a joué l'Angleterre, elle a joué les Pays-Bas, elle a joué l'Espagne, elle a joué le Portugal et puis l'Italie. Et à chaque match, tu pouvais, à mon avis, faire un arrêt cardiaque. Tant les émotions étaient présentes, tant la dramaturgie dans les matchs était incroyable, que ce soit face à l'Espagne, que ce soit face à l'Angleterre, que ce soit face au Portugal. Et puis, vraiment, l'apogée face à l'Italie, où là, je pense que tu perds tous tes ongles. Donc voilà, pour moi, cette équipe, elle est marquante dans le sens où il y a une dramaturgie autour de la compétition, il y a une dramaturgie autour de tous les matchs de l'équipe de France. C'est-à-dire que c'est une équipe qui est très forte, mais les adversaires sont aussi super forts. C'est que vraiment, le Portugal, c'était peut-être l'un des meilleurs Portugal de tous les temps. L'Espagne était déjà très compétitive. L'Italie, les noms qu'il y a dans l'équipe d'Italie cette année-là, c'est absolument fabuleux. Les Pays-Bas, c'est pareil. L'Angleterre, voilà, avec toutes les individualités qu'ils ont dues au championnat anglais. Donc voilà, toutes les équipes étaient vraiment au top niveau, mais la France aussi. Et c'est ça qui a donné des matchs aussi couperés. C'est ça qui a donné des matchs aussi dramatiques finalement. Voilà, on aurait dit que les matchs étaient écrits à l'avance tellement il y avait une dramaturgie autour de ces matchs-là. Donc, faut pas dire que la France a galéré, faut pas dire que la France n'était pas assez compétitive. Non, la France était vraiment super compétitive, c'est juste que les adversaires aussi l'étaient. Voilà, et que quand il y a un niveau aussi fort, en général c'est super difficile. Donc voilà, cette équipe de France 2000, elle était absolument exceptionnelle. Et puis cette finale face à l'Italie, quelle persévérance, parce qu'au-delà du fait que tu aies vraiment un esprit d'équipe, que tu aies des individualités, quand tu arrives en finale face à l'Italie, que tu es mené 1-0, que tu arrives à égaliser à la dernière minute, à ne pas abandonner, pour moi c'est une super mentalité. Cette équipe, elle avait aussi la mentalité. Forcément, le capitaine c'était Deschamps, et donc cette équipe était absolument énorme. Et voilà, on va passer maintenant pour moi à une autre équipe. On va remonter encore dans le temps. Les Pays-Bas de 1974, c'est peut-être l'équipe que je connais le moins parce que ça remonte à très loin et que surtout, paradoxe, c'est la seule équipe du top 5 à ne jamais avoir gagné. Et c'est fou parce que les Pays-Bas n'ont jamais gagné la Coupe du Monde. Ils ont eu la finale en 74, ils ont eu la finale en 78 face aux Argentins, ils ont eu la finale en 2014 face aux Allemands. Donc voilà, cette équipe des Pays-Bas, elle est maudite. Et pourtant, cette équipe des Pays-Bas aurait tellement mérité de gagner une Coupe du Monde. Quand tu vois en 2010 avec les Robben, les Schneider, quand tu vois là en 74 avec les Cruyff et les Niskens, cette équipe des Pays-Bas, c'est une anomalie que les Pays-Bas n'aient jamais remporté de Coupe du Monde. Et puis cette équipe de 74, elle est énorme, c'est qu'en fait elle introduit le football total. Faut pas oublier qu'au début des années 70, tu as tous les clubs néerlandais qui gagnent. C'est-à-dire que tous les clubs néerlandais remportent des compétitions européennes. L'Ajax, le Feyenoord de Rotterdam, donc c'est vraiment la suprématie des clubs néerlandais sur l'Europe. Donc voilà, ils ont devancé les clubs espagnols, ils ont devancé les clubs français, les clubs allemands. C'était vraiment la suprématie néerlandaise au début des années 70 en termes de clubs. Et donc forcément, l'apogée, c'était vraiment les Pays-Bas de 74. Et le coach des Pays-Bas en 74, Rinus Michels, qui est vraiment l'un des meilleurs coach de l'histoire du foot, qui est le mentor en termes de tactique de Johan Cruyff, et ben, il a pris en main la sélection des Pays-Bas, c'était l'entraîneur de l'Ajax, il a pris en main la sélection des Pays-Bas et il a intronisé finalement les préceptes du jeu de l'Ajax à la sélection néerlandaise. Et donc ça a donné un truc absolument merveilleux, c'est ce qu'on appelle donc le football total, où vraiment tous les joueurs attaquent, tous les joueurs défendent, et c'est ça qui est vraiment, c'est ça qui faisait la beauté finalement de cette équipe des Pays-Bas, c'est qu'ils ont introduit un nouveau style de jeu. À l'époque, voilà, le foot c'était pas vraiment axé sur la stratégie, toutes les équipes avaient à peu près les mêmes tactiques, etc. Et Rinus Michels, il a vraiment introduit le football total. Après, il y a un problème avec le football total, c'est que c'est super exigeant. Et que c'est aussi les préceptes, c'est aussi les prémices finalement de la préparation physique. C'est que le football total est extrêmement exigeant sur le plan physique et donc les Pays-Bas faisaient une préparation physique absolument incroyable et ça s'était jamais vu avant. Peut-être avec le Brésil de 70, on en parlera juste après, mais globalement à cette époque-là, dans les années 70, les équipes ne faisaient pas une grande préparation physique. Les équipes, elles venaient pour jouer au foot, donc pour eux, c'était pas hyper important de se préparer physiquement. Or, les Pays-Bas, avec l'exigence
demandé par leur style de jeu, bah, ils étaient obligés de faire une grosse préparation physique. Et comme j'ai dit, c'est les prémices vraiment de la grosse préparation physique des professionnels qu'on voit aujourd'hui. Et donc, c'est absolument merveilleux cette équipe des Pays-Bas. Et c'est aussi tragique parce que tu vas perdre la finale face aux Allemands en 74. Et donc, avec ce fameux choc entre Beckenbauer et Johan Cruyff, les deux joueurs étaient aussi déjà très rivaux en club parce que le Bayern et l'Ajax étaient très forts à l'époque. Et puis aussi avec les Pays-Bas et l'Allemagne. Et cette finale, elle est absolument tragique dans le sens où les Néerlandais ouvrent le score, mais les Allemands vont revenir et l'emporter 2-1 avec notamment un but de Gerd Müller. Donc voilà, cette équipe des Pays-Bas était absolument merveilleuse et je suis tellement triste qu'elle n'ait jamais gagné parce qu'elle est largement meilleure que l'équipe des Pays-Bas de 2010. C'était vraiment autre chose, hein. Les Pays-Bas de 2010, c'était pas une équipe qui jouait. Or là, c'était vraiment du vrai football. Il y avait Johan Cruyff dans cette équipe et il y avait aussi Johan Niskens, un joueur qu'on oublie trop aujourd'hui. C'était aussi un super joueur. D'ailleurs, c'est lui qui marque en finale. C'était un numéro 6, mais qui savait tout faire. Il savait marquer, il savait défendre. Enfin, c'était incroyable. Cette équipe des Pays-Bas en 74, s'il y a trois noms à retenir, c'est Rinus Michels, le coach, Johan Niskens, le numéro 6, et Johan Cruyff, forcément. Celui-là, tout le monde le connaît. Et puis, pour moi, la meilleure équipe, voilà, même si je dis qu'il n'y a pas de classement, etc., mais pour moi, la meilleure équipe, c'est vraiment le Brésil de 1970. Là aussi, je me suis tapé des résumés, des matchs sur le site Footballia, notamment. Je ne sais pas si vous connaissez, mais c'est vraiment un très bon site pour voir tous les matchs, absolument tous les matchs de toute l'histoire du foot sur ce site, c'est incroyable. C'est une vraie encyclopédie. Et le Brésil de 70, là aussi, c'est hyper impressionnant. Eux aussi ont fait une préparation physique énorme, ils se sont préparés 3 mois à l'avance. C'est une Coupe du Monde qui a lieu au Mexique, et on sait qu'au Mexique, les conditions climatiques sont très compliquées. Donc ils se sont préparés 3 mois à l'avance, et dans cette équipe du Brésil, il y avait des noms absolument fabuleux. Pelé, forcément. Carlos Alberto, qui a été ensuite sur FIFA, donc les gens le connaissent grâce à FIFA. Mais c'était une légende parce qu'avant Cafu, en poste d'arrière droit, il y a Carlos Alberto. Vous demandez aux Brésiliens, ils vous diront que c'est Carlos Alberto la référence ultime. Cafu, c'est costaud, hein, mais Carlos Alberto, pour eux, c'est vraiment la référence au poste d'arrière droit avec les Jairzinho, les Gerson. Gerson, bon, c'est pas le joueur qu'on a à Marseille, mais c'était une légende aussi à cette époque-là. Rivellino. Donc voilà, des légendes vraiment du football brésilien, des noms absolument fabuleux. Un football extrêmement offensif. Et puis, ce qui est intéressant avec cette équipe du Brésil, c'est qu'en finale, face aux Italiens, et c'est ça qui est formidable, c'est de voir la confrontation entre deux styles de jeu sur cette finale-là entre le Brésil et l'Italie. C'est que tu avais le Brésil hyper offensif, vraiment avec un style de jeu absolument énorme, et puis des Italiens très défensifs avec le catenaccio, etc. Et ce qui est intéressant, c'est de voir l'opposition de style. Et à cette époque-là, au début des années 70, on a trois footballs. On a le Joga Bonito brésilien, on a le football total néerlandais et on a le catenaccio italien. Et c'est ça qui était merveilleux dans cette époque-là, c'est qu'il y avait vraiment des styles de jeu qui s'affrontaient. Et aujourd'hui, il y a une perte d'identité dans les sélections. C'est qu'aujourd'hui, la sélection néerlandaise ne fait plus de football total, la sélection brésilienne ne fait plus de Roga Bonito et l'Italie n'est plus axée sur le catenaccio. Maintenant, tous les styles se ressemblent un peu, voilà, on presse haut, on met du rythme, etc. C'est beaucoup de contre-attaques, toutes les équipes se ressemblent un peu, alors qu'à l'époque, chaque équipe avait un style vraiment marqué. C'est ça qui était vraiment très intéressant. Et donc voilà. Mais cette équipe du Brésil, vraiment, elle est énorme. Et puis surtout, Mario Zagallo, qui était le sélectionneur du Brésil en 1970, devient le premier entraîneur à avoir gagné la Coupe du Monde en tant que joueur et en tant que coach. Voilà, donc avant Deschamps, il y a Mario Zagallo qui a remporté la Coupe du Monde en 58 et en 62 et qui a remporté la Coupe du Monde en tant qu'entraîneur en 70. Et puis les Brésiliens étaient très revanchards en 70 parce qu'ils s'étaient fait éliminer en poule lors de la Coupe du Monde anglaise en 1966. Donc voilà, cette équipe du Brésil, elle était absolument énorme. C'est vraiment la première grosse équipe qu'on ait vu vraiment imposer sa suprématie. Donc voilà, énorme cette équipe du Brésil et mention spéciale à Pelé, forcément, la légende. Donc voilà, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. En l'approche de la Coupe du Monde, forcément, il me fallait, j'étais obligé de faire cette vidéo-là. Donc voilà, merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo. Abonnez-vous, partagez, likez si vous appréciez le contenu. Merci beaucoup.